quand commencer le traitement par noradrénaline au cours de l'état de choc septique? Pour répondre à cette question, d'abord, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et je vais tenter, je le dis d'emblée, de vous convaincre que nous devrions commencer précocement l'administration de la noradrénaline au cours de l'état de choc septique, et ce, probablement pour au moins 6 raisons. La première de ces raisons, c'est que la noradrénaline est le seul traitement qui est capable de restaurer la pression artérielle de façon rapide. Et ça, je pense que c'est un point très important, notamment si on considère les études comme celle-ci, par exemple, qui ont montré que l'hypotension artérielle est un facteur qui prédit la mortalité de façon indépendante au cours du choc septique. Par exemple, dans cette étude qui est souvent citée, une cohorte rétrospective de patients avec un choc septique, et les auteurs mesuraient l'air ici en gris sur cette figure, qui mesurait à la fois le temps et la profondeur de l'hypotension artérielle en termes de pression artérielle moyenne. Vous voyez que le temps passé en hypotension et la profondeur de l'hypotension permettaient de prédire la mortalité indépendamment des autres facteurs de mortalité chez ces patients en état de choc septique. Donc la pression artérielle moyenne est un facteur pronostic indépendant de la mortalité au cours du sepsis. Or, ça veut dire que retarder l'administration de noradrénaline, retarder la restauration de la pression artérielle moyenne ne peut qu'être délétère. C'est le cas pour la pression artérielle moyenne, mais aussi pour la pression artérielle diastolique dans cette étude de 2008 du groupe d'Alexandre Mebasa, cette fois une étude observationnelle. Là encore, des patients avec un état de choc septique. Au 3e jour, la pression artérielle, non pas systolique, mais diastolique, vous savez que c'est un reflet du tonus vasomoteur, prédisait la mortalité de façon indépendante. Or, là encore, quoi de mieux que la noradrénaline pour restaurer la pression artérielle diastolique, qui est directement liée au tonus vasomoteur artériel. Et donc, il apparaît d'emblée comme logique que lorsque la pression artérielle est très basse, lorsqu'il y a une hypotension artérielle très sévère, le traitement qui semble le plus logique et le plus urgent d'administrer, c'est la noradrénaline afin de réduire le temps passé en hypotension, de réduire la profondeur de l'hypotension artérielle, afin indirectement d'améliorer la mortalité, et ceci notamment lorsque la pression artérielle diastolique, reflet du tonus vasomoteur, est basse. Et vous savez d'ailleurs que ceci figure dans les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, utiliser un vasopresseur précocement comme une mesure d'urgence chez les patients qui ont un choc sévère et souvent nécessaire, notamment lorsque la pression artérielle diastolique est basse et très basse. Donc, une fois encore, je pense que la première raison, c'est celle-ci, pour restaurer la pression artérielle, notamment lorsqu'elle est très basse. La noradrénaline est le seul traitement auquel on peut faire confiance, et on peut comparer ça, par exemple, au délai qu'il faut à l'expansion volémique, si elle améliore la pression artérielle, pour restaurer la pression artérielle. Et donc, ça veut dire que si on construit un algorithme très simple concernant l'administration de la noradrénaline au cours du choc septique, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est une hypotension artérielle extrêmement sévère? Et dans ce cas-là, et vous avez vu que ça peut faire partie des recommandations, même internationales, on devrait commencer la noradrénaline rapidement, ça veut dire en même temps que l'expansion volémique. Si on se met dans le cas où l'hypotension artérielle est moins sévère, eh bien là, les recommandations, je viens de vous le montrer, ne sont pas très claires. Comment, dès lors, est-ce qu'on peut répondre à la question? Comment est-ce qu'on peut décider? Pour ça, je pense qu'il faut retourner un peu à la base physiologique, à la base physiopathologique, et se rappeler quels sont les effets hémodynamiques de la noradrénaline. On est obligé de faire ce détour par la physiopathologie. Physiopathologie qui est quand même très simple. Par la pensée commune habituelle, la noradrénaline est utilisée comme un vasopresseur artériel.
La première raison pour laquelle on donne la noradrénaline chez nos patients en choc septique, c'est pour restaurer le tonus vasomoteur artériel. Mais il est pourtant évident, et il ne faut pas oublier, que la noradrénaline exerce aussi un effet vasoconstricteur sur le territoire veineux, que la noradrénaline est un vénoconstricteur, et que ceci est au moins aussi important que lors de l'administration. Et ceci est particulièrement important lorsqu'il y a une vasodilatation importante, notamment au cours de l'état de choc septique. Et en fait, très simplement, les veines sont aussi dotées de récepteurs alpha-adrénergiques, cibles de la noradrénaline, et donc l'administration de noradrénaline entraîne une vénoconstriction, et on comprend aisément que cette vénoconstriction puisse promouvoir, stimuler le retour veineux vers le cœur, et donc, en tout cas en théorie, que la noradrénaline devrait augmenter la précharge cardiaque. Or ça, pour répondre à la question, quand est-ce qu'il faudrait administrer la noradrénaline, c'est un élément très important. Si en effet la noradrénaline améliore la précharge cardiaque comme le fait le remplissage vasculaire, peut-être qu'il faudra administrer les deux ensemble, si je puis dire. Ça, c'est la théorie. Est-ce que c'est le cas? Aujourd'hui, il y a des études qui très clairement montrent qu'en effet, au cours du choc septique, la noradrénaline améliore, ou en tout cas augmente, la précharge cardiaque. Par exemple, au cours de cette étude, qui avait été publiée par Olfa Hamzaoui en 2010, il s'agissait d'une assez large population de patients de réanimation, ils n'avaient pas tous un état de choc septique, et dans laquelle les effets hémodynamiques de la noradrénaline, d'une augmentation de noradrénaline, étaient observés. Et bien, vous voyez que la noradrénaline augmentait la pression artérielle moyenne, elle était surtout utilisée comme un médicament qui améliorait le tonus vasomoteur artériel, mais aussi elle augmentait le volume télédiastolique global, mesuré ici par thermodilution transpulmonaire, et qui est, vous le savez, un marqueur de la précharge cardiaque. Non seulement la noradrénaline augmente le tonus vasomoteur artériel, mais aussi elle augmente la précharge cardiaque. C'est aussi ce qu'on retrouvait ici dans cette étude des patients en choc septique, chez qui là encore on augmentait la noradrénaline, et dans cette étude qu'on avait conduite bien sûr avec Jean-Louis Teboul, on mesurait la précharge à la fois par la thermodilution transpulmonaire et par l'échographie cardiaque. Et regardez, c'est intéressant parce qu'on voyait que le remplissage vasculaire augmentait deux marqueurs de précharge, la PVC, un marqueur de pression, le volume la surface télédiastolique du ventricule gauche, un marqueur de volume, et que la noradrénaline elle-même augmentait la précharge cardiaque de façon tout à fait significative. Et ce qui est inscrit ici sur cette figure, c'est que la noradrénaline a un effet sur la précharge qui est d'intensité moindre, mais qui va dans le même sens que le remplissage vasculaire. Et on comprend d'emblée l'effet synergique que pourrait avoir la noradrénaline avec l'expansion volumique dans cette situation. Ok, la noradrénaline améliore la précharge cardiaque, mais par quel mécanisme? Quels sont en fait les mécanismes qui sous-tendent cet effet précharge de la noradrénaline? Et pour ça, pour répondre à cette question, il faut retourner à la physiologie tout à fait de base du retour veineux systémique, celle qui avait été décrite par Guyton dans les années 1950. Et vous savez, comme moi, que le retour veineux systémique est en fait déterminé par un gradient de pression qui propulse le sang depuis en amont le territoire vasculaire profond, où règne la pression systémique moyenne, vers l'oreillette droite, où règne évidemment la pression dans l'oreillette droite. Et le retour veineux systémique, ça veut dire le débit de sang en litres par minute qui revient vers le cœur, dépend de ce gradient de pression selon la relation suivante. Et cette relation, c'est celle-ci. Lorsque la pression dans l'oreillette droite augmente, imaginons par exemple qu'on appuie sur la paroi de l'oreillette droite, eh bien, le retour veineux diminue. Et bien plus encore, lorsque le retour veineux est nul, ça veut dire que le gradient de pression est nul. Ça veut dire que la pression dans l'oreillette droite est égale à la pression systémique moyenne. En d'autres termes, ce qui est ici, c'est-à-dire l'intersection de l'axe des abscisses avec la courbe de retour veineux, c'est la pression systémique moyenne. Et donc, ce que permet de décrire cette relation, c'est que les deux déterminants physiologiques du retour veineux systémique sont
la pression systémique moyenne, représentée sur la courbe par l'intercept entre l'axe des abscisses et la courbe, et les résistances du retour veineux systémique, représentées sur la courbe par l'inverse de la pente de cette relation. Voilà les déterminants du retour veineux systémique. Et donc la question est évidemment quels devraient être en théorie les effets de la noradrénaline sur ces déterminants du retour veineux systémique. Mais on peut comprendre aisément qu'en théorie, la noradrénaline pourrait exercer deux effets différents. D'un côté, parce qu'elle vient contracter le réservoir veineux, la noradrénaline pourrait augmenter la pression à l'intérieur, pressuriser le réservoir veineux systémique, et ceci augmenterait la pression systémique moyenne et conduirait logiquement à augmenter le retour veineux vers le cœur. Mais on pourrait aussi imaginer que la noradrénaline constricte de façon particulièrement importante les veines, empêche le retour veineux systémique vers le cœur, en d'autres termes que l'augmentation des résistances, c'est-à-dire la baisse ici de la pente, pourrait à l'inverse conduire à une baisse du retour veineux systémique. Donc des effets théoriques sur les déterminants du retour veineux systémique qui sont divers et qui iraient dans un sens opposé. Qu'est-ce qu'il en est en pratique? Des études maintenant se sont intéressées à cette question-là et permettent de répondre à la question. Dans cette étude que nous avions conduite avec Jean-Louis Teboul et avec Romain Persichini, nous avions inclus des patients qui avaient un choc septique et chez qui on diminuait, c'est important pour la suite, on diminuait la dose de noradrénaline. Et chez ces patients, nous avons utilisé une méthode qui permet d'estimer la courbe de retour veineux systémique au lit du patient, alors que normalement, ça nécessite d'observer la pression artérielle pendant un arrêt cardiaque, donc ce n'est pas très facile à prévoir chez les patients de réanimation. Et pour ça, nous avons utilisé une technique qui a été décrite par une équipe, d'ailleurs néerlandaise, l'équipe de Janssen, et qui utilise des interactions cœur-poumon. Et pour résumer les choses très simplement, l'idée, c'est celle-ci. Chez un patient, on va induire des pauses inspiratoires et expiratoires avec le ventilateur. Et on va mesurer le débit cardiaque d'un côté, c'est-à-dire le retour veineux systémique, les deux étant égaux, et la pression dans l'oreillette droite, c'est pratique la PVC. Lors des pauses inspiratoires, vous êtes d'accord qu'on observe forcément une augmentation de la PVC et une baisse du stroke volume, du volume d'éjection systolique. Lorsque quelques secondes après, on fait une pause télé expiratoire, à l'inverse, on observe une baisse de la PVC et une augmentation du volume d'éjection systolique. Tout ça n'est pas surprenant. L'idée ensuite, c'est de prendre ces couples de valeurs qu'on a pu mesurer lors des pauses du ventilateur et de les positionner sur un graphe avec le débit cardiaque en ordonnée, l'index cardiaque, c'est-à-dire le retour veineux systémique, et en abscisse, la pression veineuse centrale, c'est-à-dire la pression dans l'oreillette droite, c'est-à-dire un graphe sur lequel on retrace la courbe de retour veineux systémique. Voilà ici les points qu'on peut reporter, c'est un exemple chez un patient, l'ensemble des points, des paires de points qu'on a obtenus. On trace la droite de régression et lorsqu'on prolonge cette droite jusque vers l'axe des abscisses, fort logiquement, on estime à l'intersection, ici, la valeur de la pression systémique moyenne et par la pente de cette droite, on estime à l'inverse des résistances veineuses. Donc c'est une méthode qui permet d'approcher, d'estimer la courbe de retour veineux systémique au lit du patient. C'est la seule qu'on peut utiliser, vous êtes d'accord, pour tester les effets de la noradrénaline au cours du choc septique, c'est-à-dire chez des patients. Et on pouvait faire ça avant et après la baisse de noradrénaline, comme chez ce patient-là. Le résultat de l'étude est résumé sur cette seule diapositive. Chez ces patients, lorsqu'on baissait la dose de noradrénaline, on entraînait une baisse de la pression systémique moyenne, on dépressurisait le réservoir veineux systémique, et en même temps, on observait, donc quand on baissait la dose de noradrénaline, une baisse des résistances au retour veineux systémique. Vous voyez que la pente, elle, augmentait. Et on observait que la baisse des résistances du retour veineux systémique, c'est très important, était moindre que la baisse de la pression systémique moyenne. Et donc, à l'inverse, par raisonnement inverse, on peut supposer que lorsque chez un patient en choc septique, on augmente la dose de noradrénaline,
on augmente la pression systémique moyenne, on augmente les résistances au retour veineux, mais dans une proportion moindre, ce qui fait que, in fine, la noradrénaline conduit à une augmentation du retour veineux systémique, donc à une augmentation de la précharge cardiaque allant dans le même sens que le remplissage vasculaire. Et de façon très intéressante, ces résultats ont été confirmés avec une méthode donc à peu près similaire par l'équipe que je citais tout à l'heure. Et vous voyez que lors de cette fois-ci l'augmentation de noradrénaline, ces auteurs observaient une augmentation de la pression systémique moyenne et une augmentation des résistances, mais qui était moindre. Et donc c'est ce qui permet de dire aujourd'hui que l'effet de la noradrénaline sur la précharge cardiaque s'explique par des effets tout à fait bien déterminés sur les composantes du retour veineux systémique. La noradrénaline augmente la pression systémique moyenne et dans une moindre proportion les résistances veineuses, ce qui, in fine, conduit à une augmentation du retour veineux systémique. Alors, ceci, pour revenir un peu à la question pratique qu'on se pose, quand commencer la noradrénaline, a des conséquences importantes en termes de statut volémique du patient. C'est ce qu'on montrait notamment dans cette étude que j'ai citée tout à l'heure. Parce que chez ces patients, la première que je vous ai montrée, on augmentait la dose de noradrénaline, on la doublait. Avant d'avoir augmenté la dose de noradrénaline, on faisait un test de levée de jambes passif, on testait la précharge dépendance. Et vous voyez que ces patients étaient tous sélectionnés parce qu'ils avaient un test de levée de jambes passif positif. En d'autres termes, ces patients étaient tous précharge dépendants. Et bien de fait, chez ces patients, parce qu'ils étaient précharge dépendants, le test de levée de jambes passif augmentait l'index cardiaque, vous voyez que la noradrénaline avait le même effet. Et donc ceci va sans doute révéler un effet de la noradrénaline qui n'est pas dans l'idée courante. Chez des patients qui sont précharge dépendants, la noradrénaline augmente le débit cardiaque comme le fait un remplissage vasculaire. Au passage, ça veut dire aussi que la noradrénaline devrait diminuer la précharge dépendance, parce qu'on peut imaginer chez un patient qui se situe ici sur la portion initiale de la courbe de Frank-Starling, qui est précharge dépendant, lorsqu'on donne de la noradrénaline, on augmente le débit cardiaque, et un patient qui était précharge dépendant, on le rend précharge indépendant en ayant augmenté la dose de noradrénaline. Donc vous voyez là encore des effets de la noradrénaline, cette fois-ci sur la précharge dépendance, qui sont bien différents des effets uniquement artériels auxquels on pense habituellement. Dans cette étude, regardez les effets du test de levée de jambes passive, de passive leg raising, sur le débit cardiaque, c'est-à-dire la précharge dépendance, diminuait quand on augmentait la dose de noradrénaline. Ces patients qui étaient tous précharge dépendants au début, on avait réduit leur degré de précharge dépendance. Et ceci, là encore, va dans le sens d'un effet de la noradrénaline qui est similaire, en tout cas dans le même sens que les effets d'un remplissage vasculaire. Mais aussi, quelque chose d'évident, c'est que lorsqu'on administre de la noradrénaline, on réduit le volume veineux systémique. Ça veut dire que finalement, on réduit le volume dans lequel va se répartir le remplissage vasculaire qu'on administre. Et on comprend aisément que si on augmente la dose de noradrénaline, on a un remplissage vasculaire qui est plus efficace sur le volume contraint qui est mobilisé. Et donc, si on résume les choses, la noradrénaline, oui, est susceptible d'exercer un effet significatif sur le statut volumique. Elle augmente le retour veineux systémique, la précharge cardiaque, comme on l'a vu. Elle diminue le réservoir veineux dans lequel va se faire le remplissage vasculaire. Et donc, fort logiquement, la noradrénaline devrait réduire le volume total qu'on est censé administrer chez les patients qui ont un choc septique. Ici, l'administration précoce de noradrénaline réduisait la balance liquidienne totale, ici chez ces patients. Or, c'est important parce que vous savez que la balance liquidienne totale, c'est quelque chose qui prédit la mortalité dans le choc septique de façon indépendante. Et ici, dans l'étude, la cohorte de la SOAP Study, cette balance liquidienne positive prédisait la mortalité de façon indépendante. Donc, la noradrénaline contribue à réduire le volume total administré au cours du choc septique et à réduire la balance liquidienne.
Dès lors, qu'est-ce qui est montré pour l'instant? Il y a des études qui sont, pour l'instant, des études avec un niveau de preuve qui n'est pas extrêmement élevé, mais quand même. Voilà ici une étude animale, un modèle de choc septique endotoxinique dans l'équipe de Bruno Lévy, chez des patients qui étaient, des rats qui étaient réanimés ou par, rien du tout, c'est des rats contrôle, ou par de la noradrénaline, ou par du remplissage, ou par l'accumulation des deux. Eh bien, vous voyez que l'administration de noradrénaline plus de remplissage vasculaire, par exemple, améliorait le débit mésentérique. Il y avait une efficacité sur le débit mésentérique qui était supérieure au remplissage seul. Et en termes d'oxygénation, et par exemple de l'oxygénation hépatique qui était mesurée ici, vous voyez également que l'administration conjointe de fluide et de noradrénaline améliorait l'oxygénation hépatique ici. Une étude clinique, c'est la seule que je vous montrerai, une étude rétrospective chinoise, une grande cohorte de patients en choc septique, et chez qui la mortalité était mesurée en fonction du délai d'administration de la noradrénaline. Et vous voyez que ici, la mortalité augmentait, ou en tout cas était plus importante chez les patients qui recevaient la noradrénaline tardivement. Par exemple, au-delà de 6 heures, la mortalité était beaucoup plus importante que s'ils avaient reçu la noradrénaline au cours de la première heure. L'administration précoce de la noradrénaline permettait de réduire l'hypotension artérielle alors même que le niveau initial de pression artérielle dont partaient ces patients était identique. Et enfin, en analyse de régression logistique multivariée, le délai précoce, le délai d'administration de la noradrénaline, le temps avant l'administration de noradrénaline, permettait de prédire la survie de façon indépendante par rapport aux autres facteurs de gravité. Et ceci suggère que l'administration précoce de la noradrénaline devrait avoir un effet bénéfique sur la mortalité des patients en choc septique. Ceci nécessite, vous l'avez compris, d'être confirmé. Suggérant que même chez ces patients avec une hypotension artérielle qui n'est pas extrêmement sévère, il faudrait administrer la noradrénaline précocement, plus précocement sans doute que ce qu'on a tendance à faire. Alors l'argument qui est opposé souvent, c'est celui de la microcirculation. Oui, mais la noradrénaline a un effet microcirculatoire qui est délétère. Il faut bien garder en tête que les études cliniques ne vont pas dans ce sens-là. Les études, en tout cas, qui ont étudié la microcirculation. Et c'est simplement un exemple. Par exemple, ici, dans cette étude de Arnold Dodbin et Gan Inche, chez les patients en choc septique, ils étudiaient les caractéristiques de la microcirculation avec le système SDF, et ils voyaient que la noradrénaline qui conduisait à une augmentation de la pression artérielle moyenne avait des effets qui n'étaient pas, c'est le moins qu'on puisse dire, nettement délétères chez l'ensemble de ces critères microcirculatoires. Et aussi, par exemple, c'est un exemple, mais dans cette étude du groupe de Jean-Louis Vincent, la microcirculation qui a été étudiée aussi avec l'analyse anatomique par le système SDF, mais aussi l'analyse fonctionnelle permise par le NIRS, ne montrait pas d'altération lorsqu'ils augmentaient la dose de noradrénaline, mais plutôt une amélioration, par exemple fonctionnelle, en termes de pente de resaturation ou de densité microvasculaire. Et donc, l'effet potentiellement délétère de la noradrénaline sur la microcirculation est loin d'être évident sur les études cliniques publiées, et je pense que ce sont là les 6 arguments qui devraient nous inciter à administrer la noradrénaline précocement au cours du choc septique. Merci pour votre attention.